Tout à fait. dans des axes différents. Oui. Et le langage, on le connaît pas, hein, je crois. Non, mais on a pu il y a quand même des traducteurs, on a pu les traduire. Et Voilà. c'est vrai que au milieu du 19e siècle, des fouilles dans cette région, notamment à Ninive et Nippur, ont mis au jour une bibliothèque constituée de ces tablettes. Il y en a une centaine. Voilà. Une centaine de tablettes cunéiformes sumériennes de l'époque mésopotamienne. Mais du coup, le sanskrit, c'est écrit sur des tablettes aussi ou Non, Ce sont des... Ah, pardon. Non, le vas-y, sanskrit Jérôme. plutôt. le sanskrit, pour moi, c'est l'écriture hindoue. Oui. Oui, Voilà, on est d'accord. Oui, Qui n'est pas du ok. tout la Alors, même région, voilà. ni la Du même coup, époque. ouais, c'est pas la même chose, ouais, du Ouais, tout. ni la même région, ni la même époque. D'accord, donc on parle bien du sumérien. Voilà. on parle tout Ouais. à fait du sumérien d'ailleurs, où donc sur ces tablettes, on a trouvé des listes. Alors, il y a une liste ce sont des archives en fait, des archives administratives, des listes de rois, des archives commerciales, Des des comptes. documents, des Ouais, comptes des aussi. revues de comptes. Et c'est là où effectivement, je pense que Jérôme, tu l'as un petit peu évoqué par rapport à ce que peuvent admettre les religieux ou les modernistes, on va les appeler les modernistes, c'est qu'il y a aussi différentes versions du fameux déluge. Voilà, ouais. Il y a les évolutionnistes d'un côté depuis Darwin et les créationnistes de l'autre. Ils sont d'une création divine. Exact, Voilà. tout à Bon, fait. le débat fait toujours fureur. Mais oui, le débat fait fureur. En même temps, ces tablettes, elles ont été écrites donc en 2900, avant Jésus-Christ. Voilà. Et pour le coup, il y a un texte qui s'appelle le texte d'Enki et Ninursak, Une qui des raconte... divinités de Sumer, Enki. Exact. Qui raconte la naissance de l'humanité d'ailleurs déjà à travers une côte, mais c'est une déesse. Oui, j'ai vu ça d'ailleurs. Chez les Sumères, la déité, elle est féminine, alors que dans la Bible, il est masculin. Enfin, il y a beaucoup de différenciations. Moi, je ne vais pas rentrer en détail dessus, mais c'est intéressant. Et il y a aussi des convergences aussi, comme la côte. Oui, la il y a côte, beaucoup de convergences. c'est Sumer et en même temps la Bible, par exemple. En même temps, la Bible. Bah oui, la côte d'Adam. Oui, en fait, bien ça sort sûr. de la... Antérieurement Sumer, puis la voilà. Bible. Donc, on pourrait dire que cette partie-là de la Genèse s'est inspirée des écrits sumères. En tout cas, pour certains, c'est considéré comme la 3e plus grosse fake news religieuse de l'histoire. Ouais, des tablettes qui font pas l'unanimité, hein, qui ont été remises en question, etc. Ouais, qui serait, la méthode pour les faire, c'était à base de rouleaux. En fait, il martelait des rouleaux et ensuite il les roulait sur des tables d'argile pour écrire tout ce qu'ils avaient à écrire. C'est le début de l'imprimerie un petit peu. Ouais. Mais bon, après, d'époque ou pas d'époque, ça c'est toute la question. Mais du coup, c'est leurs traductions qui sont inexactes ou Non, c'est la datation. C'est la datation. Bon, sachant qu'il y a aussi un marché de l'artefact. Hein, les antiquités se vendent. Mais après, ça remonte à très très loin. On ne pourra pas trouver la date exacte. Si réellement ça remonte à très très loin, oui. Après, certains, il y a une controverse qui voudrait qu'ils aient été créés dans les années. J'ai quelques cas, moi de mon côté, où effectivement, quand j'ai cherché, au niveau de certaines civilisations, effectivement, on a très peu d'infos en fait. On a des choses il y a moins 2000, moins 3000 avant Jésus-Christ, quoi. Donc forcément, il est très difficile en fait de pouvoir trouver l'information et savoir comment ça s'est passé à l'époque, quoi. Voilà. Ça, c'est le problème des paléontologues quelquefois. Voilà. Il y a une controverse. Après, il y a les tables, il y a toute une architecture aussi. Il y a des statues qui ont été faites en hommage aux divinités de Sumer. C'est une trinité, hein, je crois. Les dieux sumériens, c'est Enki, Enlil et An. Si j'ai bonne mémoire, j'ai survolé ces sujets, ça fait des années. Avant de parler de ça, je vais peut-être commencer à parler de mon sujet. Puisque tu veux déjà parler de ton sujet ? Je sais pas. Civilisation ancienne, est-ce qu'on commence par là ou on passe par autre chose ? On m'a dit qu'on commençait par là. Voilà. Avant que tu arrives. Je sais pas qui a dit ça. Bien sûr, on t'écoute Arnaud, puisque je sais que tu vas nous parler de civilisation ancienne. Voilà. On a commencé à parler de Sumer. Avant de penser par ça, parce que quand tu parles de civilisation ancienne, il y a énormément de choses sur Internet. Donc au début, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. On avait quelques exemples, on en a parlé, nous, de notre côté, quand on a préparé l'émission. Mais je pense que le premier sujet, en fait, finalement, le truc le plus important sur la civilisation ancienne, c'est d'abord se poser la question sur ce qu'est l'origine de l'homme, de l'humanité.
Ça, je pense que c'est surtout par rapport à ça, parce que... Du coup, quelle serait à vous votre version de la création de l'humanité? Juste là, comme ça. Attends Arnaud, avant d'aller plus loin. Ménel, par exemple, ta version de la création de l'humanité. Bah moi, avec une intuition. Pense par une simple intuition dans un premier temps. Mais c'est pas grave. Après, tout le monde peut se tromper. On n'est pas obligé. Après, ce sont aussi des convictions personnelles. Oui, bah justement, moi, c'est une conviction personnelle. Je suis plus la religion par rapport à ça. La création, c'est plus par rapport à l'islam, parce que, évidemment, voilà, donc j'ai pas de... C'est-à-dire que c'est par rapport en fait avec ta religion. Oui, par rapport à ma religion. Voilà, d'accord. Pour toi, c'est cette version-là, exactement. La version de la création de l'humanité. Et celle que est-ce que tu as eu le temps de regarder un peu de ce que c'est les civilisations anciennes ou pas? Et est-ce que ça t'a tilté un petit peu ou pas? J'ai survolé un petit peu, mais après, c'est vrai qu'elles sont toutes un peu différentes. Donc, dans toute leur version... Elles ont toutes leur version et c'est un peu compliqué à... on mélange. On mélange facilement, Bon. Et Jérôme, ta version de la création de l'humanité. Je vais commencer à me disperser un petit peu. Bon, après, je vous donnerai ce que j'en pense. C'est vrai qu'il y a 3 points de vue en fait, sur la question. Oui. Aujourd'hui, celle qui fait l'unanimité, c'est l'évolutionnisme. Donc, on a les évolutionnistes qui, depuis la théorie de Darwin, qui est une théorie, qui dit que l'univers vient d'un chaos, du chaos est né l'ordre, etc. Et qu'il y a toute une création qui évolue et qu'une chose en entraîne une autre, etc. Que l'homme descend du singe, auparavant du poisson, d'une algue, etc. Ça, c'est les évolutionnistes. Il y a de l'autre côté les créationnistes, donc qui pensent que l'homme est créé de divinité, c'est Dieu, un Dieu ou plusieurs dieux, suivant les religions, qui a créé l'homme à partir de rien, donc ce qui fait la divinité. Et il y a aussi les interventionnistes qui sont peu connus. Les interventionnistes, alors eux pensent, c'est une théorie aussi, que c'est une sorte de fusion des deux. Il y a un univers en fait qui évolue de lui-même, mais l'être humain sur la planète n'est pas à sa place. Il est le fruit d'une expérience génétique. Et donc c'est ce qu'on appelle l'interventionnisme. Il y a eu une intervention sur la planète pour engendrer l'homme. Voilà. Oui, la théorie des astronautes. Des anciens astronautes, par exemple. Voilà, on parle des choses, on parle de beaucoup de choses en fait derrière, et effectivement c'est difficile de suivre. Si je peux me permettre, Jérôme, t'as pas répondu personnellement à la question. Voilà. La question. Ta version à toi. Merci Ménel, c'est vrai, ta version à toi. Il n'y a personne qui a vu que j'avais essayé d'éviter. Moi j'ai un point de vue, je suis assez partagé, disons que moi, je balance entre créationnisme et évolutionnisme, mais non, pas évolutionnisme, pardon. Interventionnisme, c'est vrai. Moi, je suis absolument pas évolutionniste. Parce que, donc Darwin, comme tout scientifique qui se respecte. Tout ce qu'on nous a dit à l'école, en fait, dans l'histoire, au niveau de Darwin... Pas tout, mais ça, on l'apprend à l'école faute de mieux, peut-être faute de mieux, mais il faut savoir que c'est toujours une théorie, parce qu'elle défie de nombreuses lois de la physique. Et du bon sens. Voilà, c'est mon point de vue. D'accord. Arnaud, oui. Je te laisse continuer. On y retourne, donc effectivement, civilisation ancienne, on parle, à mon avis, de l'origine de l'humanité, en tout cas, l'origine de l'homme. Et ça, c'est la première question, moi, de mon côté. Et je ne sais pas si tout le monde a, ou en tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà cette référence sur Kubrick avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah, j'ai vu des Kubrick, mais pas celui-ci. Alors, notamment le début. Vous pouvez la trouver éventuellement sur YouTube, le début, où là, on ne parle pas du tout d'espace, on parle en fait encore des singes tout au début. Okay. On les voit pendant à peu près une dizaine, 15 de minutes en fait, et on les voit vivre. Voilà, ils sont ensemble, etc. Et on a simplement des singes en fait en communauté, etc. Et puis à un moment, il y a un singe qui voit une sorte de squelette, un ancien de chez lui, et avec un os, en fait, il se rend compte que avec cet os, il peut faire en fait beaucoup de choses, notamment utiliser la violence. Et grâce avec cet os et grâce à cette violence, il permet grosso modo être un meneur. Un meneur, puisque et non pas une ménelle, ce qui n'est pas la même chose. Merci. Sans pas rapport.
Un os, mais qui représente quoi? C'est comme un sceptre? C'est quoi? Il a des pouvoirs? Non, il n'a pas de pouvoir, en fait. C'est une symbole. C'est une symbole. C'est un symbole où, grosso modo, en fait, l'humanité commence, en fait. Ils étaient simplement des singes, et simplement, en fait, à partir du moment où ils ont récupéré cet os, la personne, en fait, enfin, le singe, à ce moment-là, devient, en fait, le singe dominant. Okay. Puisqu'il a l'arme pour pouvoir, comment dire, tuer ou en tout cas... voilà, exactement. Donc ça commence par ça, et puis, juste après, dans le film, donc quelques minutes après, on a à ce moment-là une sorte, on appelle ça un mégalithe. Un mégalithe, c'est une grosse pierre en fait derrière, et là souvent c'est aussi un symbole en fait de l'humanité sur une question de déicité, la déicité, la réflexion sur Dieu en fait. Comment ce mégalithe est arrivé, puisque la veille il n'existe pas. Et le lendemain, paf, tous les singes sont là, ils se réveillent, et il y a effectivement ce... Ça, c'est le début du film. Voilà, c'est le début. C'est le début. C'est pour ça que j'en parle pas et je spoile pas. Voilà, ça passe par ça. Voilà ce qu'est Kubrick tout au début, pour faire une représentation, effectivement, sur ce qu'est l'homme et la divinité. Qu'est-ce qu'une divinité? Voilà, donc on le met dans un premier temps avec des mégalithes. Donc, des mégalithes, il y en a. Il y en a, et ça existe en fait ici depuis pas mal de temps. Là, je vais commencer par parler du Pérou et parler, comment il s'appelle? C'est l'île de Pâques. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ça me dit quelque chose. Les Moaïs. Les Moaïs, voilà, exactement. Donc, on a, comment dire, dans cette terre, on a à peu près une dizaine, peut-être une vingtaine même de pierres qui ressemblent en fait à des divinités de l'époque. Humanoïdes, mais en fait une sorte de grand géant. Ah bah oui, parce que c'est assez imposant en fait derrière. Et ça, on ne sait pas d'où ça vient. Alors on peut dater un petit peu d'où c'est, mais on ne sait pas forcément à quoi ça réfère comme théologie, voilà, exactement. Les méthodes qui ont été mises en œuvre pour le fabriquer, mais c'est récurrent dans toutes les civilisations. Oui, mais on se pose toujours la question, et une histoire de mégalithes, il y en a plusieurs dans le monde, dans l'humanité en fait. Il y en a eu plusieurs, il y en a un peu partout. La pierre qu'ils utilisent pour faire la représentation des divinités, c'est la mégalithe. Oui, par exemple, il y a monolithe, mégalithe, etc. Après, chacun sa définition, mais en fait, on a à peu de choses près. La première question, en fait, pour l'île de Pâques, comment ils sont arrivés là? On connaît pas l'origine. Voilà. Les habitants ou les mégalithes? Mégalithes. Des mégalithes. Il y a plusieurs. Alors, il y a plusieurs théories. Soit ils ont été taillés dans la masse, dans la roche, ils ont été acheminés jusqu'à tomber dans des trous, etc. Parce qu'il faut savoir que c'est comme un iceberg. Une face immergée, une face... Il y a, je crois, quelque chose comme le double en dessous, il me semble. Pour les Moaïs. Ils sont enterrés, mais il y a le double en dessous. On voit le buste qui dépasse, mais en dessous, il y a deux fois le volume. Donc, il y a une théorie que les roches auraient été acheminées. Et une autre qui parle de géopolymères. Bon, c'est un sujet qui peut en lui seul faire une émission. Mais bon. Les géopolymères, c'est-à-dire une manière de fabriquer de la roche reconstituée. C'est l'ancêtre du béton. Avec des méthodes qui se sont perdues, ou peut-être certains dans les... Ça, je vais juste en parler, en fait, d'une ancienne civilisation supérieure à la nôtre. Mais c'est quand même impressionnant, parce que c'est quand même grand, c'est énorme, c'est imposant, et on se demande avec quel matériel quel outil ils ont pu faire ça. Justement, c'est les deux écoles s'opposent. Est-ce que ça a été réellement taillé dans la masse et acheminé? Alors, dans quel cas, c'est un travail de titan, voilà, on peut le dire. Comme l'Égypte. Et par contre, l'autre école parle de géopolymère. Bon, ça casserait un petit peu le mythe. Ce serait, je vais pas dire à la portée de n'importe qui, mais ce serait beaucoup plus simple à réaliser. Sachant que c'était pas des idiots non plus. Déjà, pour faire ça, par définition, il ne faut pas être idiot. Que ce soit l'acheminer ou maîtriser la méthode des géopolymères. Dans tous les cas, il y a une intelligence. On n'est pas dans l'Australopithèque.
Mais c'est pas les plus gros, même les Moaïs. Les plus gros mégalithes qu'on trouve sur la Terre, c'est au Liban, à Baalbek. Ça s'appelle les trilithons de Baalbek, qui sont estimés à... Je ne veux pas dire une bêtise, mais Baalbek, la ville de Baalbek, au Liban, les trilithons de Baalbek, c'est des roches qui font, je crois, 18 mètres de long, estimées à, je crois, 30 000 tonnes, quelque chose comme ça, la roche, et qui sont posées les unes sur les autres. J'essaie de trouver des images. Toutes les lois. Non, j'ai trouvé. Tu as trouvé Baalbek, les trilithons. Trilithons, ouais, à la ville de Baalbek au Liban. Et les scientifiques se sont penchés dessus. Il semblerait que notre grue, actuellement la plus puissante, c'est la grue qui a servi à transporter la navette Discovery, serait incapable de soulever cette charge. Ah ouais? Voilà, ouais, ça c'est la petite anecdote. Donc ça a été façonné sur place, quoi. On ne sait pas. On sait pas. Il y a tout un mystère qui plane. Est-ce que ça a été façonné sur place? Parce que c'est des roches qui sont séparées, quand même, qui sont superposées les unes sur les autres. Ou alors, on est dans les géopolymères, et alors ça a été coulé, justement, les unes sur les autres. Et là, ça casse le mythe, mais c'est quand même un sacré boulot, quoi. Voilà, c'était la petite anecdote. C'est les plus gros mégalithes de la planète. Donc, je retourne. Oui, j'y retourne. Après, effectivement, parler de l'origine de l'homme et des mégalithes, parce que on pourrait faire un sujet en fait pendant 1h30 sur les mégalithes. Donc j'invite vraiment les gens à regarder sur internet si vous voulez vraiment parler de mégalithes, etc. Chercher par soi-même. Allez, voilà. Exact, merci. Google est votre ami. Après l'origine de l'homme, moi j'ai envie de vraiment parler plutôt de ce qu'on appelle le déluge. Ah, tu veux parler du déluge? On est obligé, en fait, pour moi je commence par ça. C'est-à-dire que se poser la question de ce qu'est l'origine de l'homme, de l'humanité, et ensuite... parce que on est tous éduqués ici dans l'Occident avec ce qu'est la Bible, qu'on soit religieux ou pas, on est obligé en fait de passer par la case Bible, quoi qu'il arrive. On est obligé de passer par la case Bible. Oui, vraiment. Mais ça fait partie de la culture en même temps. Oui, après que tu sois. Mais quand tu regardes dans les films de cinéma, regarde les films américains. Prends des films par je sais plus, Samuel L. Jackson, par exemple. C'est vrai, il cite la Bible dans Pulp Fiction d'ailleurs. Voilà, mais souvent. Parce que tu parles que de lui, mais oui, il parle souvent, le cinéma américain parle souvent de la Bible et de la religion. Et puis même en littérature, il y a beaucoup de références à la Bible, c'est vraiment culturel. Oui. C'est pour ça que c'est pas une obligation en fait, c'est vraiment, on retrouve ça partout. Oui, mais c'est juste pour, à partir du moment où vous parlez de la Bible, pour moi, je mets une convergence avec le déluge. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on considère que à peu près de moins 3000 avant Jésus-Christ, l'humanité n'existe quasiment pas. En tout cas, l'intelligence. Ouais. Avant le déluge. Non, ça c'est le déluge. C'est le déluge de 3-4 000 avant Jésus-Christ. Oui, moins 3000, moins 3-5 000. Il y avait une civilisation auparavant qui a été... on nous a, à l'école, on nous a jamais dit ça. Ah oui, mais bon, l'école... Oui, non, mais en tout cas, c'est rare où on parle effectivement de civilisation occultée. Parce qu'on a séparé la religion de l'État aussi. Parce que si on parle de ça, justement, comme tu viens de le dire, ça amène inévitablement à la religion. Donc je pense que c'est pas... Ça a été chassé des manuels scolaires, je sais pas pourquoi. Mais... À partir du moment où le déluge arrive, il y a plusieurs dogmes derrière. Et quand on regarde les écrits, on peut voir que ce qui s'est passé en fait au déluge, c'est-à-dire l'histoire de Noé. Voilà. Cette histoire de Noé, on le trouve dans la Bible, dans le côté chrétien, forcément. Oui. C'est le protagoniste principal. On en parle au niveau du côté judaïque, du côté indien. On en parle aussi les Irlandais. On les voit que les Mayas aussi ont construit en hauteur. Je sais pas si non, exactement. Ça, je l'avais aussi. Et puis, on a surtout, avec le déluge, on a une influence quand même énorme par les mythes babyloniens. Voilà. Donc, babylonien, c'est Sumer. Hein. Toujours avec ça. Hein. Oui. Donc, voilà. Et il y a vraiment des concordances. Hein. Oui, entre les deux, beaucoup. Beaucoup. Pareil pour les déluges. Pourquoi le déluge est arrivé? Pour punir en fait la conduite des hommes. Pour punir l'humanité. Donc... Et il y a un seul
qui est un être pur, qui est choisi et qui doit sauver comme... Oui, vas-y. Non, mais... Qui faire renaître la civilisation. Pour faire renaître la civilisation, merci. Si je puis rebondir, il y a un seul être qui est sauvé dans cette religion, dans cette région-là. Oui, voilà. D'accord. Sa famille aussi. Pardon ? Sa famille aussi. Oui, et sa famille. Il y a Noé. Et des espèces d'animaux. Ça, c'est dans le judaïsme. Toutes les espèces d'animaux. L'arche de Noé, etc. C'est dans le judaïsme, et d'autres religions parlent d'un d'autre sauveur. Oui, et on voit certaines choses. Avant le déluge, rien n'interdisait le mariage entre consanguins. Non, mais c'est vrai. On avait même des gens avant le déluge qui pouvaient vivre, tu prends Noé, à avoir 900 ans. Ah oui. Et oui, justement. C'est parce qu'après le déluge, ça c'est la Bible, après le déluge, ça allait avec la punition divine. C'est-à-dire que le châtiment de Dieu a été de faire monter les eaux pour éteindre une grande partie de l'humanité. Pour épurer, oui, c'est ça, comme tu dis, c'est pour épurer. Et en même temps, il a condamné le genre humain à une espérance de vie de 120 ans, car auparavant, elle était de quasiment 1000 ans. Il n'y a personne qui a dépassé 1000 ans. Je crois que c'est 900 le plus c'était 900, ça doit être 900 et quelques années. Et dans la Bible, il est mentionné que Dieu a puni l'humain en raccourcissant son espérance de vie à 120 ans et donc sa mémoire. Voilà. Imaginez qu'à 900 ans, la mémoire qu'on aurait. Donc, on pense à la même chose. 120 ans, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, en fait, au bout de 100 ans. On peut déjà avoir vite, déjà. Mathusalem, etc. On a déjà des informations. C'est-à-dire que, oui, on sait qu'il y a des gens qui ont vécu 900 ans. 900 ans, par contre. Voilà, c'est dans les écrits, oui. C'est dans les écrits. C'est comme ça, voilà. Quand on parle de Noé, Noé, c'est 900 ans. 600 et quelques Noé. 600 ? Ouais, il me semble. C'est lequel alors les 900 ? 900 ans. C'est Adam ? Je suis pas sûr que c'est Mathusalem. Non, c'est le deuxième. Je crois que c'est un Melchisédek. Voilà, c'est lui. Melchisédek. On va parler aussi des mots comme ça. Melchisédek qui a voyagé beaucoup en Inde, s'il faut le savoir. Ou c'est un Enoch qui a vécu très longtemps, je sais plus. Mais bon, il y en a plusieurs qui ont vécu dans les 900 ans. Généralement, c'est entre 6 et 900 ans les prophètes. Alors, c'est toujours pareil. La question, c'est ces civilisations anciennes. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Là, on nous fait comme si c'est complètement un mythe et c'est complètement mythifié. Mystifié. Voilà. Sur le déluge, je pense qu'on peut observer qu'il y a des populations, enfin on peut voir des vestiges d'anciennes civilisations qui cherchaient à construire en hauteur. Comme une manière de chercher à s'abriter. Au cas où il y aurait un deuxième déluge. Je pense au Machu Picchu. Alors que pour certaines, on va dire pour certains peuples, ça n'a vraiment pas existé. C'est qu'une fable, que le déluge n'a pas existé. Ça, oui, l'avenir nous le dira. Parce qu'on n'arrive toujours pas à avoir assez de traces et toujours pas assez de preuves en fait. Justement, le déluge a tout balayé. Voilà. Si, on a encore des traces justement. Il y a des traces, mais faut aller les trouver quoi. Donc après, je voulais parler aussi du mythe de Gilgamesh. Voilà, je ne sais pas si tu avais regardé. J'ai regardé, bien donc, sûr. On en a parlé. On parlait de Enkidu. C'est ça. Et Gilgamesh, qui était à ce moment-là un tyran. Et on a toujours cette punition. Pour punir à nouveau Gilgamesh, les dieux tuent Enkidu. Et Gilgamesh se rend compte qu'il n'est pas immortel et part alors en quête de l'immortalité. Voilà, ça c'est le mythe de Gilgamesh. Mais qui est le mythe, entre guillemets, du déluge dans les récits sumériens. Exactement, ça y ressemble. Après, c'est pas forcément les mêmes histoires. Ça ressemble un peu à la quête du Graal, non ? Oui, c'est à peu près ça. On a à peu près ça. La pire philosophie. Exactement. Et la plus intéressante, en fait, c'est les fameuses tablettes d'argile. Et comme quoi l'humanité aurait été manipulée génétiquement. Ça c'est important. Ça c'est super important. Voilà. On va faire une petite pause musicale et après on parle de la génétique. On parle de la génétique, n'est-ce pas ? D'ailleurs, pour certains, pour les religieux, ça va être un pur blasphème de dire que la côte qui a servi la côte d'Adam, c'est en fait une allégorie de la génétique. Une métaphore. Ou une métaphore. C'est pas un blasphème, C'est un peu difficile à faire croire. Après, les croyances, c'est encore un autre sujet. Oui, bien sûr, il faut rester ouvert. Non, pas IRM Détox, voyons. Cette idée-là.
On va faire une pause, on va écouter Talib Kweli. Heads up, eyes open. Gardons les yeux ouverts, n'est-ce pas? Et on arrive après la pause musicale avec effectivement cette partie sur la génétique. Et je précise que c'est Uncle, Burn My Shadow et non Talib Kweli qui passe. And I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrows, and I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. And burn my shadow away.
voilà, vous venez d'écouter Uncle, Burn My Shadow, et c'était dans le trailer de Assassin's Creed pour les gamers. Pour ceux qui connaissent, un jeu qui je peux pas dire qui tourne autour des Templiers et de ce qui est occulte, mais un petit peu quand même. Mais c'est aussi un sujet qu'on va aborder un petit peu plus tard. Là, maintenant, précisément, nous allons parler de génétique. Vous êtes sur IRM.radio. Il est 20h36. N'hésitez pas à réagir par SMS ou sur WhatsApp en texto au 07 71 59 62 68. Nous sommes aussi en live sur Twitch et bien sûr, n'hésitez pas à réagir. Arnaud, tu voulais nous parler de génétique. Oui, bon, on revient toujours dans le même principe sur les civilisations anciennes. Donc on a parlé, qu'est-ce qu'on a parlé ? On a parlé de l'origine de l'homme, on a parlé du déluge, on a parlé du mythe de Gilgamesh. Nous n'avons pas parlé des Anunnaki. Et ben voilà, on va à ça, effectivement, parce qu'on parlait de la tablette d'argile. Et là, j'allais parler d'une personne très connue, je ne sais pas si vous les connaissez pas, ça serait bien de regarder un petit peu, parce que c'est une personne très importante, c'est Zecharia Sitchin. Zecharia, voilà. Zecharia Sitchin, tout à fait. Alors là, on va parler effectivement des Anunnaki. Les personnes qui seraient normalement, les divinités qui ont fécondé. En fait, là, on appellera ça fécondé ou créé, inventé, engendré, il y a beaucoup de termes. C'est-à-dire qu'ils étaient des divinités en fait chez eux dans leur galaxie et pour X raisons, ils sont arrivés ici sur Terre et ils nous ont fait travailler à leur place. Mais est-ce qu'on peut dire que ça c'est un hoax ou pas ? Pas encore. Pas encore ? Je sais pas parce il y a des écrits sur ça. Un petit peu. Cette théorie-là monte progressivement en tout cas. Parce oui, mais elle a beau monter, mais il faut des preuves après derrière. Oui, mais elle est de plus en plus suivie et cohérente surtout. Qui s'apparente à la Bible si on fait la métaphore avec des anges déchus, un petit peu, qui se seraient accouplés avec les filles des hommes, etc., qui auraient donné des demi-dieux appelés les titans chez les Grecs, si je puis me permettre. Et donc, il y a une petite... ça fait polémique parce que ça peut correspondre à certains textes religieux. Ouais, et puis on a envie de parler de la planète Nibiru. Oui. Nibiru. Donc il vient d'une autre planète que la Terre. Voilà, d'accord. Ça serait normalement... c'est quoi, c'est tous les 300 ans, je crois. Et ils sont venus comment ? 3000, c'est tous les 3000 ans. Ménel a raison. Arnaud, ils sont venus comment, s'il te plaît, Arnaud ? On ne sait pas, on sait pas, de leur d'accord. planète. Non, avec en fait, cette c'est parce planète-là. que leur planète a un problème ça me fait penser à John Carter. Enfin, Je sais pas si vous avez vu le film. Oui. John Carter, Ouais, ça me fait penser à ça, ouais. Ouais, avec la Barsoum, la planète Oui, Mars. en fait, c'est un peu... Enfin, ça parle d'un homme qui était sur la planète Terre, qui s'est retrouvé sur Mars. Projeté dans qui s'était projeté sur Mars. Là, c'est pas tout à fait ça. Ouais, c'est pas la même chose, mais ça me fait penser à ça. Là, les Anunnaki, c'est des ambassadeurs en fait, de la planète Nibiru qui seraient sujets à un phénomène de réchauffement climatique. Et pour lutter contre ce réchauffement climatique, ils auraient besoin d'or. De projeter des particules d'or dans leur atmosphère pour bloquer un petit peu les rayons du soleil. Et pour ce faire, ils se sont dit, on va fabriquer va fabriquer en fait des travailleurs, c'est ça ? Voilà, pas assez fort pour bien travailler, mais pas trop pour nous combattre. Ils sont venus normalement, avec leur propre vaisseau et puis il y a eu une sorte de révolte. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Une révolte où les hommes, les Anunnaki, on avait absolument marre en fait de travailler. C'était tellement... C'est les hommes, on avait marre de travailler. Mais moi, j'ai pas compris les Anunnaki. Les Anunnaki tout au début. D'accord. Tout au début, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas d'être humain, il n'y avait rien du tout. Il y avait que... Moi, j'avais entendu qu'ils avaient tout de suite créé l'être humain pour faire ce job. Ils l'ont fait après normalement parce qu'ils ont ils travaillé. Ont essayé, ils se sont rendus compte que c'était très difficile pour le travail, pour les mines, etc. Voilà, et donc du coup, ils ont fait travailler à ce moment-là l'humanité. Ils ont créé d'abord l'être humain pour faire le boulot, pour faire tourner un petit peu. Les hommes vus comme du bétail, quoi. Oui, c'est un peu, ça fonctionne un peu comme ça. Ouais, c'est un peu comme ça, d'accord. C'est le côté animal de chez nous. Et donc ça dure un temps, et il y aurait un soulèvement des êtres humains au bout d'un moment. Il y aurait une sorte de révolte, et il y aurait un des frères Anunnaki qui aurait pris la défense des êtres humains. Voilà. Mais quand est-ce que les êtres humains alors vont se réveiller dans ce cas-là, dans cette hypothèse ? Il va se passer un certain temps de travail.
Ça, l'histoire, on n'a pas vraiment de datation exacte. On ne sait pas sur combien de générations ça se serait passé. Mais bon. Mais les Anunnaki, c'est un peuple qui s'est complètement éteint ou il correspond à un peuple actuel? Aujourd'hui, en fait, c'était des géants. Ils sont plus grands que les êtres humains. Okay. C'est ce que les Grecs appellent des titans. C'est ce que David et Goliath dans la Bible. Il y a le combat de David et Goliath qui mesurait tant de haut. Donc là encore, on peut parler de concordance, mais en même temps, ça n'a pas été prouvé. Donc pour nous, ça reste une théorie. Alors je ne dirais pas une théorie complotiste, mais une théorie en tout cas. Oui, comme le premier roi de Babylone. À partir du moment où tu n'as aucune preuve, info sur l'origine de l'humanité, tu ne peux faire que de la spéculation. C'est ça. On est dans la mythologie. Voilà. Et le premier roi de Babylone aussi qui est désigné comme mesurant, je ne sais plus, 5-6 mètres, Nimrod. Nimrod, avec son successeur. Ils étaient tous très grands à l'époque. Ouais, après les textes anciens mentionnent des vrais géants. Dans les textes anciens, mais pour nous, ça reste... c'est pour ça que c'est vrai que j'utilise le terme fable, parce que ça reste un peu des mythes, en fait. Ou des fables, des contes. Oui, mais on a certaines infos, enfin quelques infos, qui sont assez bizarres quelquefois quand on regarde l'histoire. Les Sumériens, par exemple, ont été les premiers à étudier les étoiles, à utiliser l'écriture et établir un système juridique et à introduire l'agriculture et l'élevage. Donc là... La métallurgie aussi. Voilà, ça c'est... civilisation, c'est un fonctionnement normal. Par contre, on a à l'époque, pour ces Sumériens, ils connaissaient déjà l'existence de planètes qui n'ont été officiellement découvertes que lors des 200 dernières années, par exemple. Ah oui, ils avaient déjà les connaissances. Voilà, bien sûr. On a découvert, nous, entre guillemets, certaines planètes, que ce soit Pluton, etc., dans les années, on va dire à partir de 1800, pour toutes les planètes. Eux, à l'époque, on rappelle à peu près 4000 ans avant. Donc comment ils ont récupéré en fait cette information, ça on ne sait toujours pas. Mais en tout cas, ils étaient en avance technologiquement, ça c'est sûr. Voilà. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est nous qui savons. Il y a une régression de l'intelligence humaine. Mais c'est vrai qu'il y a eu des civilisations avancées qui ont disparu. Oui. Vraiment. Ça, c'est un grand mystère. Ça. Je sais, ça reste un réel mystère. Égypte, etc. Et puis la dernière... Décimé, ça peut être... Il peut y avoir plein de raisons. Oui. Alors, pour les Sumériens, j'avais entendu que leur royauté remontait à 240 000 ans. 240 000 ans 240 000 ans. Ouais. Nous, on est sur du lointain, là. Tu sais, c'est même très difficile à concevoir. Bah oui, je sais, mais en tout cas, c'est cette information-là. Alors après, j'ai besoin de quelque chose pour toi. Enfin, c'est le nom. Ce fameux nom indien, le Mahabharata. Bon courage pour le dire. Vas-y, tu peux nous le redire, s'il te plaît? Le Bharata. Voilà. Il y a un H quelque part, oui. MH, Mahabharata, il me semble. Mahabharata. Voilà, Mahabharata. Ouais. Alors ça c'est un écrit en vers dans le 5e siècle, avant JC. Et on a des explosions thermonucléaires ressemblant à une colonne de 10 000 soleils. Ça c'est ce fameux... Mahabharata. Tu vas y arriver un jour. Non mais ça va, on va arriver. C'est une guerre entre divinités dans l'hindouisme. C'est plusieurs divinités qui se sont livrées la guerre Vishnu avec des armes. Et Krishna. Voilà. Krishna, Bogdanov, non. Hein. Non. C'est pas la même chose. Hein. C'est Krishna. Et son frère aîné. Où là, donc, on a à peu près la même chose en fait au niveau de la Bible et en tout cas sur l'origine de l'humanité. Et puis j'avais le dernier exemple, c'est l'Atlantide. Et là on va pouvoir parler de Platon et Hérodote. Hérodote, grand philosophe, médecin. Hérodote, c'est un jeu. Hein. Ouais, on s'amuse. Et ça c'était il y a 12 000 ans dans l'océan Atlantique. Un récit que Platon a écrit qui n'est pas forcément faux. Alors on ne sait toujours pas si c'est un mythe ou une réalité, il y a beaucoup d'historiens. On la situe, là tu parles des Atlantes, ouais, on la situe en Méditerranée. Ouais, Méditerranée. Oui, et là à ce moment-là on n'avait plus un seul dieu, on avait un dieu en particulier qui était Poséidon. Nous on n'a jamais parlé, on nous a jamais parlé de Poséidon ou Zeus.
ou ceux qui ont fait du latin. Non. Peut-être. Non. Tu peux nous rappeler juste un petit peu le mythe de l'Atlantide? Alors, est-ce que je l'ai marqué ou pas? L'Atlantide aurait été le berceau de notre civilisation actuelle. Une intelligence supérieure. Ben non, mais tu peux nous mais redire. ils se sont fait... non, j'avais juste vu le dessin animé, enfin voilà. Mais du coup, oui, je me demandais, ils ont été inondés, c'est ça? Oui. Ils se sont retrouvés en dessous de la mer. Voilà. Mais du coup, c'était quoi? C'était une punition? Ils ont anticipé le déluge, en fait. C'était une civilisation très avancée. D'accord. Est-ce que ça ne pourrait pas être tout simplement une éruption volcanique? Ouais. Ça peut être un phénomène naturel. Ça peut être un phénomène naturel aussi. Dans les textes, il est question qu'ils ont vu venir un cataclysme et qu'ils ont le temps de se préparer un petit peu. Ouais. Oui. Et du coup, ils ont préparé, dans les textes, ils ont préparé leur grand vaisseau volant. Ils ont émigré, se sont réfugiés en Égypte et auraient donné la civilisation égyptienne des pharaons. D'accord. Voilà, oui. Donc les Atlantides. Les Atlantes. Les Atlantes, excusez-moi. C'est les ancêtres des pharaons, quoi. D'accord, ok. Et bon, j'ai la même en fait avec l'Atlantide. On a aussi la civilisation de la vallée de l'Indus, qui date de 2600 avant Jésus-Christ jusqu'à 1900 avant Jésus-Christ, où là il y a eu un effondrement complètement à cause d'un changement climatique. Et c'est resté, en fait, cette civilisation est restée apparemment 700 ans. Il y avait une grosse structure, par exemple, moins 2600 avant Jésus-Christ, on avait de l'architecture, on avait des égouts, on avait des magasins, entre guillemets. Pas du shopping, hein. Non. Quelque chose qui fait que, grosso modo, les gens, en fait, ont un confort. En tout cas, un confort plus intéressant qu'à l'époque de Jésus-Christ. Voilà. Donc ces fameuses civilisations supérieures à nous, qu'on n'arrive pas à retrouver. Non, on n'arrive pas à retrouver, on n'arrive même pas à comprendre certaines... il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à expliquer en fait. Alors c'est passionnant quand on regarde sur Internet parce qu'on a un branchement, on regarde par l'Atlantide, on arrive après avec d'autres civilisations et on recherche et on recherche et on recherche. Et on est complètement... Enfin, moi, je suis absorbé par ça, quand tu deviens obsédé. Complètement embrouillé aussi. C'est surtout ça. Tu peux te mélanger facilement. Moi, je me suis penché il y a pendant quelques années sur toutes les mystiques anciennes. Et moi, je vois une concordance. Moi, je trouve c'est un petit peu tout le temps la même histoire qui est racontée. Tu vois, il y a tout le temps une trinité qui règne sur les humains, il y a un soulèvement, il y a un déluge, et ça c'est propre à toute... Ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Hein. On ne sait pas, Il faut les laisser faire. On va voir, on n'a pas assez de recul encore. En tout cas, Oui, c'est vrai, il y a des concordances. Pour ceux qui veulent en tout cas aller plus loin, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit Arnaud, il y a tellement de choses, mais c'est ultra passionnant. En tout cas, pour ça prend la tête quand même. Quoi. Ça prend la tête. Je le dis vraiment, parce que faut vraiment être passionné, il faut vraiment avoir l'envie de et du chercher, temps, beaucoup de temps. Et un peu de temps, surtout. Oui, aussi. En tout cas, vous pouvez, pour ce qui est de l'épopée de Gilgamesh, là je parle que de ça en tout cas, vous pouvez retrouver aux éditions Gallimard l'épopée de Gilgamesh par Jean Bottero. Et également, puisque tu parlais de Zakarian Sitchin tout à l'heure, il y a un documentaire qui est dispo sur filmdocumentaire.com sur les tablettes sumériennes et qui démontre que certaines découvertes scientifiques récentes n'étaient pas totalement inconnues des Sumériens. Donc, je ne sais pas si, quand tu as fait des recherches, tu as vu qu'il y avait ce docu. Oui, il y avait ça, mais il y en a un autre aussi sur YouTube. Sur YouTube, ok. Avec Olivier Magnan, me semble-t-il, de tête, qui avait connu Zakarian Sitchin, qui allait le voir en fait à New York. Et c'est un audio, enfin un document audio qu'on a sur YouTube. Et ça dure peut-être 2 heures, 2 heures et demie, et c'est passionnant et ça explique en fait le travail de Zakarian Sitchin et pourquoi il est important en fait sur les civilisations anciennes. Très bien. On va se diriger, nous, comme je disais au début d'émission, on va parler de la planète en règle générale, mais on va se diriger vers la partie la plus méridionale de la planète. Et c'est le 6e continent, parce que c'est un continent, n'est-ce pas, l'Antarctique, qui est considéré, qui est au pôle sud, qui mesure 14 millions de kilomètres carrés, et comme je disais, qui est donc considéré comme le 6e continent. C'est l'endroit où il fait le plus froid sur la planète. Dans les meilleures
j'allais dire dans les meilleurs temps, il fait moins 80, mais... On peut aller bronzer là-bas. Il y a des pics à moins 96. Moins 96. Ça fond là en ce moment aussi. Alors, c'est étonnant, je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu me dis, mais depuis 2014, effectivement, c'est assez étrange parce que jusqu'à 2014, l'Antarctique s'étendait et maintenant, il est en train de se réduire, mais très rapidement. Et c'est vrai qu'on a même du mal à l'expliquer. Paraît-il. Ah oui, alors ici, on fait beaucoup attention à ce qu'on dit. Et, on parle en théorie, il paraît que... Le réchauffement climatique ferait fondre les glaciers. Se renouvellerait on pas. Se demande. On se pose la question. Selon vous, de quoi est constituée la population en Antarctique? De pingouins. Il doit y avoir des locaux. De pingouins. Pas mal de pingouins. C'est vrai, il y a des manchots. Il a une population locale, me semble-t-il. Non, pas du tout. Pas du tout? Alors non, alors en Antarctique, non, il n'y a pas d'habitants permanents. En revanche, oui, effectivement, il y a des manchots, des voyageurs et des scientifiques. Donc, on parle plutôt d'agents hivernants. Donc, environ 1500, mais selon les chiffres qu'on donne, ça peut aller jusqu'à 4000. Mais donc, tu vois, effectivement, oui. Quand tu parles d'Antarctique, Oui. moi, je pense tout de suite à un film de lequel? John Carpenter, The Thing. Oh, The Thing. Ils sont tous dans une base... dans l'Antarctique. Il me semble que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu. Oui, ils sont dans une base antarctique, ils restent peut-être pendant 6 ou 8 mois, et là, à ce moment-là, ils ont The Thing, la chose. La chose et qui ravage tout. Je comprenais pas. Il y a des grosses théories. Il y a des grosses théories justement sur les bases en Antarctique. Ouais, sur ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'on nous cache là-bas. Qu'est-ce qu'on nous cache? Voilà. Pourquoi il y a ce fameux traité qui fait qu'on ne peut pas y aller. 3 petits points. Voilà. Effectivement. En même temps, j'y arrive, mais en dehors des... il y a beaucoup d'hypothèses, effectivement, notamment celle qui prétend qu'il y a un monde paranormal souterrain ou des bases nazies en Antarctique. Oui. Et ça va même un petit peu plus loin au niveau des théories. Là, c'est vraiment une théorie complotiste de la Terre creuse. Il y a aussi notre théorie de la Terre plate. Des mammouths, c'est ça, il me semble aussi, on peut voir des mammouths pour certains. C'est vrai. Après, il y a eu des anomalies. Alors oui, il y a eu des anomalies, mais on parle d'anomalies gravitationnelles et magnétiques. Dans une partie de l'Antarctique qui s'appelle Wilkes Land, la terre de Wilkes, je suppose, en Antarctique. D'après les travaux effectués par Ralph von Friess, c'est un géophysicien américain de la Ohio State University, et d'après lui, ça serait à cause de l'impact d'une météorite qui aurait donc formé un cratère. Donc ça se tient dans le sens où il se base aussi sur des travaux, sur des données satellitaires. Mais ça se tient. En revanche, est-ce que les autres théories se tiennent? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, oui, vous l'avez évoqué, je ne sais pas qu'un de vous a parlé de traité. Donc, effectivement, c'est un continent qui est soumis à un régime. Oui, Ménel, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bien sûr, Andrea. Alors, comme vous le savez, notre monde regorge de lieux insolites ou merveilleux. Cependant, certains de ces lieux sont interdits pour des personnes lambda comme nous. Donc, impossible d'y aller. On ne peut vraiment pas y mettre les pieds? Alors, on peut y aller, mais faut plusieurs autorisations, faut un projet, J'ai pas envie d'y aller, bizarrement. À ce point-là, je croyais qu'il existait ce qu'on appelle un tourisme, qu'on pouvait vraiment y aller, qu'on pouvait voyager, mais avec précaution, et ils appellent ça un tourisme éducatif, c'est-à-dire qu'il faut préserver l'écozones, la biodiversité, puisque bon... C'est la Corée du Nord, quoi, en fait. non. Mais quelque part, c'est une zone qui est protégée depuis... Mais ça, je peux comprendre. En tout cas, d'un point de vue biodiversité aussi, je peux comprendre qu'il faut... parce que là où il y a activité humaine... c'est un continent fragile. Voilà, c'est ça. Et donc, je disais, en effet, de très nombreux lieux interdits au public existent. Zone à haute radioactivité ou encore siège de service secret, excusez-moi. Tous ces endroits inaccessibles viennent souvent du coup nourrir les théories du complot. Forcément. Ouais. Et l'Antarctique fait partie de ces lieux difficiles d'accès puisqu'il a son propre traité. Signé à Washington DC le 1er décembre 1959, le traité sur l'Antarctique est le premier grand traité qui soumet une partie de la planète à un régime international spécifique. Donc le traité donne l'exclusivité de la zone à la recherche scientifique et à l'exclusion de toute activité militaire. Ouais. Et du coup, ce traité est né après l'année géophysique internationale,
période allant du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1958. Mais c'est fou ça, parce que pas d'activité militaire, mais il me semble qu'il y a eu des expéditions militaires. Du coup, je pense à l'histoire de l'amiral Byrd. Oui. Et une opération, je ne sais pas si après on va en parler un petit peu, mais c'est assez... après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ok, mais sinon, on peut parler 30 secondes de l'amiral Byrd. Tu veux en parler 30 secondes, ok. De tête, parce que la dernière fois où j'en ai parlé, où je m'en souviens, c'est il y a 1 an et demi. C'est vrai, en fait, il y a eu une opération qui s'appelle High Jump, donc officiellement intitulée The United States Navy Antarctic Development Program. Il rajoute des trucs encore en plus. Oui, c'est ça, en 1946-47. Et donc, c'était une opération américaine organisée par l'amiral Richard Byrd. Ah, mais du coup, c'était avant le traité. C'est vrai que c'était avant le traité, donc il a pu y aller. Ouais. Je suis d'accord. Et en Antarctique, sous le commandement de Richard Cruzen. Pourquoi tu voulais qu'on fasse une parenthèse là-dessus, Arnaud ? Non, parce que cet amiral Byrd, je ne sais pas si ce sont des fantasmes, il a fait des rêves, des cauchemars, je ne crois pas. Quoi. Il y a eu cette expédition qui a été faite. Il y a eu cette opération High Jump, de toute façon, en Antarctique, avec 5000 hommes au moins, je crois. Après, est-ce qu'une fois de plus, il s'agit d'un hoax ? On ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est considéré comme un hoax. Le fait qu'on a retrouvé son carnet... Oui, toi, c'est ça ? Le fait qu'on ait retrouvé son carnet son journal de bord et que... Dans ce journal de bord, il a consigné qu'il a fait une rencontre avec une civilisation perdue. Et donc, selon les théoriciens, mais là c'est les théoriciens de la Terre creuse, Byrd a rencontré une race ancienne sous terre au pôle sud. Mais ça c'est clairement un hoax. On ne sait pas. On n'est pas sûr. S'il l'a marqué, etc. C'était mais est-ce que c'était son carnet ? Moi, je suis désolée. Après, je mets tout en doute. Oui, non, mais t'as raison. Est-ce que c'était vraiment son journal de bord ? Ça m'a pris dans la tête. C'est vrai. Ça reste dans la tête, en fait. Voilà, le fait de voir cette fameuse civilisation, c'est des mammouths qu'on ne trouve plus depuis le début, etc. Voilà. Sauf que, quand on regarde sur Internet, il y a très peu d'infos là-dessus. Oui, très peu. J'imagine. Mais c'est passionnant. Voilà, en tout cas, lui, si ce sont vraiment ses paroles, en tout cas, il a dit qu'effectivement, il avait été interrogé par les hautes autorités américaines et que c'était un vrai... c'était difficile. Et qu'on lui a demandé de se taire pour préserver l'humanité. Voilà. Mais c'est toujours un peu... C'est souvent comme ça, en fait. On préserve l'unité et la sécurité. Si on regarde depuis le début de l'émission, sur les civilisations anciennes, on a quand même des choses cachées. Voilà. Bien sûr. Et si on regarde encore avec le sujet de maintenant, on a encore des choses en fait qu'on nous cache. Il y a des choses qu'on nous cache. On nous cache. En tout cas, on ne veut pas nous le dire. Voilà, je suis sûr effectivement qu'on nous le sait. Voilà. Donc, on essaye de faire un travail de réinformation là-dessus. Il faut. Ménel, je te laisse poursuivre. Oui. Et du coup, je disais que il y a eu de nombreux pays qui se sont intéressés à ce continent et qui ont commencé à réaliser de très nombreuses observations géophysiques en installant 40 bases et 20 bases sur les îles antarctiques et subantarctiques. Et du coup, il a paru très vite nécessaire de créer un cadre réglementaire concernant le continent et les recherches qui s'y déroulent. Et d'où le traité... comment le traité a été créé, en fait. Mais pourquoi, alors juste une question, pourquoi spécifiquement des recherches scientifiques dans cette zone ? Justement, c'était un continent inaccessible et ils avaient besoin de faire plus de recherches, de savoir comment, la surface, en savoir plus sur la surface du continent, etc. Inaccessible, donc, mais il est du domaine public de savoir que les nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont aussi fait beaucoup d'expéditions en Antarctique. Exact. Bien avant le traité. C'est pour ça que les Américains... Il y a eu James Cook aussi en 1772. Ont lancé leur opération avec l'amiral Byrd, pardon. Voilà, justement parce que les nazis y sont allés. Ouais, mais ils ont tous essayé, ils ont tous voulu y aller. Donc on pouvait y aller bien avant le traité. Actuellement, il y a 52 bases en Antarctique. Et dont une, justement, qui est une base américaine, juste sur le point vraiment du pôle sud central. C'est assez... on peut voir les images satellites, d'ailleurs, de la base... Il y a des théories complotistes qui parlent de villes, que les nazis, une branche d'expéditeurs nazis, auraient créé carrément une base là-bas qui s'appelle la cité Arc-en-Ciel ou le New Berlin.
Une cité arc-en-ciel. Voilà, c'est une petite parenthèse. Mais après, même humainement parlant, j'ai envie de dire, par rapport aux bases existantes, c'est normal qu'ils aient construit sous terre, on va dire. Puisque les constructions, en plus, sont complètement envahies par la neige. Système d'igloo, quoi. Oui, voilà. Donc, pour moi, il n'y a rien d'anormal à cela, en fait. Non. Après, on va beaucoup plus loin en parlant carrément de terre creuse et qu'il existe même un soleil central. Mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission. On ne va pas tout... voilà, ça, c'est vraiment autre chose. On ne peut pas tout dire dans une seule émission. On ne va pas trop s'éparpiller non plus. Mais c'est quand même de la glace. Enfin, je les vois... Enfin, c'est difficile de faire des royaumes en dessous de la glace, des villages, des villes. La théorie voudrait qu'il y ait une couche de glace, que la glace soit une barrière. D'accord. Comme dans Game of Thrones. Oui, le mur de glace. Dès que tu as dit mur de glace, barrière de glace, tu dis Game of Thrones. La théorie voudrait qu'il y ait une barrière de glace qui sépare l'humanité des continents tels qu'on les connaît. Et que le mur de glace de l'Antarctique. D'autres choses, voilà, c'est comme dans Game of Thrones. Il y a tout un royaume derrière. Qui a copié qui? Ah ouais, on demande à se demander. Parfois, il y a des films où tu te dis les scénarios sont tellement qui sont écrits. Oui, même à l'avance. À l'avance. Ouais, c'est un peu bizarre. Très bizarre. Ouais. Et du coup, je continue pour dire, l'objectif principal du coup de ce traité est de s'assurer dans l'intérêt de toute l'humanité que l'Antarctique continuera à être employée exclusivement à des fins pacifiques et ne deviendra ni le théâtre et ni l'enjeu de différends internationaux. Et du coup, y a des personnes à qui ça plaît pas forcément. Et donc, je vais citer les platistes. Si vous ne savez pas ce que c'est des platistes, ce sont les personnes qui défendent la théorie de la Terre plate. Exact. Enfin, pour eux, la Terre n'est pas ronde, ce n'est pas un globe, tout est plat. Oui. Tu rebondiras plus tard, Jérôme. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué, mais je voulais aller dans la facilité pour aller plus vite. On va y revenir. Et du coup, il y a eu plusieurs platistes qui ont voulu entreprendre une expédition sur l'Antarctique. Et ils ne vont pas pouvoir, du coup. Puisque c'est réglementé, tout le monde ne peut pas y aller. Tout le monde ne peut pas aller en Antarctique. Oui, mais il y a un YouTuber qui s'appelle Jay Decasby, qui est un fervent platiste et qui veut vraiment s'y rendre pour mesurer à lui tout seul le mur de glace qui s'y trouve. Comment il va s'y prendre? Écoutez, je ne sais pas. J'ai entendu, il y a une expédition qui est en pourparler un petit peu des gens de... Apparemment, c'est ça. Ouais. Pour lui, c'est carrément l'ONU qui a pour but vraiment d'empêcher aux platistes de trouver des preuves... Je ne crois pas que l'ONU empêche mais les platistes. C'est ce qu'il croit. C'est écrit sur le drapeau de l'ONU, la carte de la Terre plate. J'y reviendrai. Oui, on va y revenir. De toute façon, on va de toute façon parler de la théorie du plat. On peut se faire une petite pause avant? Ça vous va? Ménel, tu as fini? Non, c'était juste pour encore rajouter qu'il y a aussi un monsieur qui s'appelle Robbie Davidson, qui est un organisateur des conférences internationales de la Terre plate, qui lui aussi prévoit également une croisière aux abords du continent du bout du monde en 2020. Donc, est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera pas? On verra bien. Pas, moi. Je sais pas pourquoi. Non, moi non plus. Déjà parce qu'on ne peut pas y aller, donc j'ai du mal à croire qu'on puisse... Après, si c'est un monsieur très riche, je pense qu'il va trouver des moyens. Même riche. Là, je pense que c'est une zone qui est tellement protégée, ouais. Que ça va être un peu compliqué, je pense. Cette fois-ci, effectivement, nous allons donc écouter Talib Kweli, Heads Up, Eyes Open. Et on se retrouve après pour parler donc de l'opposition platiste et sphériste. À tout de suite. Take it to the top. Yeah. That's where we at with it. Take it to the top. Just cause you are a character don't mean you have character. We take a stock right now. You ready? Let's go. A wise man know what he know and what he doesn't. If he's not really sure what he's saying, he don't discuss it. A righteous man walks the earth without judgment and loves his enemies enough to deliver justice. A pious man relies on religion for his direction. At times he introspective, but his Bible he'll never question. A dying man will make a confession, try to get into heaven, thinking his lifestyle is blocking his blessing.
Violent man will stock up on weapons and go to war for his. Get post-traumatic stress disorder, become an officer. A man of peace uses his words in different mediums. He'll bleed for his beliefs, practices civil disobedience. An honest man knows only liars scared of the truth. His word is his bond, but his actions always the proof. A faithful man never need evidence to believe, but still he gotta work for the blessings that he receives. Let's go. Sometimes it's hard to believe in what you don't see or understand, but the picture is so much bigger than what we could even imagine. It's wonderful better when the ways of the world make you feel sadder. Put your faith in the action, hands up and eyes open. Top tier niggas blossomed in the basement. All the nights that we were lacking those refreshments. Rain down, thunderstorm with the flows. Articulate with a bounce, now I'm back like I'm Derrick Rose. Once the one on the bench with the snotty nose. Never TD would hold me when I was cold. Communion Sunday, my 20s winning the bowl. Forgive me, Lord, for them bitches the night before. Business deals in the Bentleys I can't afford. Gotta be the example for children to do their chores. Blowing weed smoke on the cover of the source. Rolling Stones on the throne, it was the boss. Fallen soldier on our own, so we march. Roll up a bag of that weed, therefore I spark. Recite the Quran, I'm in the dark. Devil knocking at my door, he like a knock. Sometimes it's hard to believe in what you don't see or understand, but the picture is so much bigger than what we could even imagine. It's wonderful better when the ways of the world make you feel sadder. Put your faith in the action, hands up and eyes open. No excuses, if I started then I see it through. God is what I see in you, so you might as well believe in you. Think what you see on TV true, the media deceiving you. They misrepresenting, misquoting, the name is leading you. Belief is a funny thing, in case you're wondering. If they want the ring, they coming for the throne like they the sons of kings. These savage rappers is acting up for the dough. Yeah, I tell you what I believe, but I back it up with what I know. It's the facts versus the facsimile, your rap's killing me. My last victory was great moments in black history. I celebrated with a bottle I just brought back from Italy and some loud. I got super packs like a backed Hillary. Lost in desire, I walk through the devil's fire. I inspire the resurrection of kings like Hezekiah. The trust you put in me to be a beast with this rhyme, and it's where the rubber meets the road and where your faith meets science. Let's go. Sometimes it's hard to believe in what you don't see or understand. Yes. But the picture is so much bigger than what we could even imagine. What you see, what you It's wonderful better when the ways of the world make you feel sadder. Put your faith in the action, One of the headquarters. hands up and eyes open. take it to the top. 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 Vous venez d'écouter Talib Kweli, Heads Up, Eyes Open, il est 21h09 sur IRM.radio. Nous allons aborder maintenant une théorie, c'est ça? La théorie Un du peu, plat, c'est ça? Ça arrive enfin. Ça arrive enfin. Ah, tu étais impatient, Arnaud, Oui, qu'on puisse parler parce de la que théorie du plat. J'ai pas eu le temps de potasser le sujet, donc je voulais Pareil. qu'on puisse me l'expliquer. Voilà. Ah, pas bien. alors, oh là là, on va te l'expliquer. En tout cas, c'est certain que cette affirmation-là, comme quoi la surface de la Terre peut être modélisée par une sphère dont le rayon est d'environ 6371 km, est une affirmation qui ne met pas tout le monde d'accord, notamment les platistes. Mais d'ailleurs, avant même de parler vraiment de ça, quand on dit que la Terre est ronde, elle n'est pas si ronde, elle est ovale, non? On s'accorde de plus en plus à dire qu'elle est plutôt ovale. On a un non terme près. Hein. Ici, on est vraiment à des termes près. Non, il y a même des tops. Les photos de la NASA, la Terre, elle apparaît sphérique, Elle est parfaite vraiment même. une Ah oui sphère Ah oui, parfaite. ah ouais, bah sur les photos de la NASA, oui, en tout cas. Voilà. Photos de la NASA qui ne font pas l'unanimité. Je sais bien, Ah oui, je ils peuvent sais les bien. trafiquer. Hein. Bah, il y a des théories on sait pas. du conflit, du conflit. Dans 10 ans, c'est du triangle.
Certainement. Il paraît. La Terre serait triangulaire. Ah ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas. Pourquoi pas une Terre triangulaire, voilà, Quand on à un n'a plus moment confiance, donné. on n'a plus confiance. Hein. Ça, c'est sûr. Avant d'y venir, beaucoup de gens pensent que c'est Galilée qui a découvert que la Terre est ronde, d'ailleurs. D'après vous, qui a présupposé ou supposé que la Terre est ronde avant lui? Moi, j'avais lu. Fake news encore. Ouais, fake news. Non, c'est pas Galilée. Moi aussi, je croyais, mais c'est pas Galilée. Moi aussi, je pensais. Et non, un des premiers à avoir théorisé que la Terre était ronde, c'était, comment il s'appelle, Ératosthène. Oui, alors il y a Ératosthène, certes. Il y a eu aussi Thalès de Milet ou Pythagore. Mais ceci dit, tu n'as pas cité Aristote. Ouais, Parce qu'il paraît que Aristote, en tout cas, lui a émis cette thèse avec quelques preuves, comme l'ombre ronde de la Terre pendant, tu sais, les éclipses. Oui. Ça peut être une preuve. C'est l'ombre de la Terre. Tu vois, on n'est pas d'accord. À l'ombre de la Terre sur la Lune. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord, oui. L'ombre. Ah oui, une éclipse de Terre. Voilà. D'accord. Une Terre ronde. Je l'ai jamais vu. Oui, mais après, ronde n'est pas sphérique. Elle peut être ronde et plate. Pour rebondir sur. Un peu compliqué là. Ça peut être rond et plat, vraiment. Oui, une assiette. Oui, mais du coup, on peut pas y voir l'ombre. Oui, mais. Bah si. C'est pour ça, une sphère. assiette, tu as une ombre. C'est pour ça que je dis rond et rond, vraiment, genre rond comme. Sphérique. Et sphérique, c'est pas la même chose. Bah Là, non. c'est même plus qu'on est à des termes près, c'est que vraiment, c'est pas pareil. Ouais. C'est ça la nuance. En tout cas, il y a 12 millions d'Américains qui croient à cette théorie du plat, n'est-ce pas? Et que, comme tu disais, Jérôme, nous sommes donc bordés par un mur de glace, c'est ça? La théorie de la Terre plate, en fait, voudrait que l'Antarctique ne soit pas le pôle sud, un point au sud d'une sphère, mais une périphérie, en fait, une couronne qui fermerait une zone d'habitation que nous, on considère comme un globe, mais qui n'en serait pas un. J'essaie de conceptualiser. C'est une grosse gymnastique intellectuelle, mais il faut savoir que c'est... Terre plate, faut pas imaginer une assiette qui flotte dans le vide. Pour moi, terre plate, c'est ça, tu vois. Ça, c'est plat. Enfin, ça, c'est plat. Ça peut être carré, oui, ou rectangle. Non. C'est rond. En fait, c'est rond et plat. C'est rond et plat, c'est ça? Voilà, c'est rond et plat, ou éventuellement en dôme. Mais c'est comme... il semblerait que la Terre soit surmontée d'un dôme, c'est ça? Voilà, en fait, la théorie de la Terre plate, ça englobe aussi la révision de l'univers. Voilà. Oui, c'est-à-dire, faut pas imaginer une assiette qui flotte dans le vide. Parce que la Terre n'est pas ce qu'on croit, mais l'univers, forcément, non plus. En fait, c'est très compliqué. Même parmi les platistes, en fait, on englobe un petit peu tout le monde dans la théorie de la Terre plate. Mais bon, il faut savoir que même dans les partisans de la Terre plate, les avis sont quand même partagés. Même entre eux. Même entre eux, mais faut savoir que c'est pas un sujet réservé un petit peu aux adolescents en quête identitaire qui veulent remettre en ordre l'ère d'établi. Il y en a quand même un petit peu. Enfin, moi, je me suis un petit peu baladée. Ce n'est pas une référence. Ce sont les groupes Facebook. Mais non, je ne suis pas proviseur. Il y a quand même d'éminents scientifiques qui font partie de la Flat Earth Society aux États-Unis. Oui, la Flat Earth Society. Voilà, tout à fait. Et en France, je ne pensais pas, mais une récente étude de l'IFOP nous fait mention en fait qu'il y aurait 9% de la population en France. 9% 9%, ça me paraît. Ça fait combien un Français sur 10 quasiment, 10, presque 1 sur 10. Récente statistique de l'IFOP, donc on ne peut pas faire plus officiel, publiée dans National Geographic. Donc un Français sur 10 serait prêt à envisager que la Terre éventuellement pourrait être plate. Donc, quand même, faut se demander pourquoi. Voilà, c'est vrai. En même temps, qu'est-ce que ça change? Ça change pas grand-chose. Non. En fait, ça change pas grand-chose. Mais pourquoi des gens en arrivent à penser ça? Mais je pense que c'est un peu le résultat de leur méfiance, non? Il y a une part de ça. Il y a une part de méfiance. Il y a une part de... en fait, oui, il y a une quête identitaire. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sonnent faux. Bon, pour diverses manières, il y a des gens pour X raisons, il y a des gens qui se sont pensés... Qu'est-ce qui sonne faux? Des gens sur les faits que nous présente la NASA, par exemple. Ce qui a été mon cas. J'ai passé un certain nombre d'années sur la question, mais des gens qui doutent de la conquête spatiale, par exemple. Alors, toi, tu penses que l'homme n'a jamais dépassé la stratosphère? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. mais disons que je suis... Mais à quoi servent toutes ces recherches qu'on fait, tous les satellites qu'on envoie, ça brasse de et les fusées qu'on envoie avec des astronautes dedans? Peut-être. J'aime bien le peut-être. Les données aux Anunnaki?
Non, en fait, c'est eux qui contrôlent la Terre. voilà. Tu En vois. fait, les platistes ou les partisans de la Terre plate remettent en question globalement l'existence même de la NASA. Enfin, la NASA, l'institut gros quand même. existe. Ah oui, non, là, c'est autre chose. Ah bah Alors oui. déjà, ils remettent en cause la sphérie, la notre rondeur, habitat, la planète, c'est ça, notre habitat, le voilà. fait que la Terre soit un Et- globe. Et l'environnement dans lequel maintenant, évolue l'univers. Ah oui, non, là, ça va trop loin. Ah Donc, bah, ils remettent- là, ils là, remettent on est- tout en là, cause. Là, on est dans la théorie du ça plaît complot pas, ça. écarlate. C'est la grosse Mais- théorie du Mais complot. du coup, c'est pas que des platistes, ils remettent tout en cause, du coup. Bah oui, en fait, ils remettent en cause en fait la géostructure de la planète, mais et aussi de Merci l'univers. pour le jeu de mots. Ouais, bah, est-ce que c'est fait exprès ou pas, on ne sait pas. Mais voilà, mais aussi de l'univers en fait. Et il faut voir, juste, excuse-moi, l'étymologie du mot planète. Ouais, il faudrait revoir. Bon là, c'était un petit. Oui, mais c'était jeu de mignon. mots en passant, voilà. Non, faut savoir qu'il y a d'éminents scientifiques aujourd'hui qui décrédibilisent la NASA. Par exemple, notamment, j'ai fait un petit travail. Par exemple, un des plus connus en France, c'est Jacques Bergier. Voilà, qui était école supérieure par contre de chimie nucléaire, Académie des sciences de New York, décoré par le président Truman, décoré par le gouvernement français, décoré par la Russie, C'est un grand monsieur. ami du général de Gaulle, initié par la NASA, etc. Résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, des hauts faits, il a été maintenu en captivité, il a ensuite été libéré à l'armistice. On est de quelqu'un de notoriété publique, Oui. on n'est pas dans le stagiaire du On est CNRS. d'accord. Pour Voilà. ça, on est d'accord. Bah, ce monsieur a étudié, il était proche, il était initié, c'est un astrophysicien, etc. à ses heures. Donc il a étudié tous les clichés de la NASA, vu que c'était sa génération. Il stipule dans son livre, bon je la fais courte, son livre paru en 1974, Visa pour une autre Terre. Sur les 25 000 clichés photos que m'a présenté la NASA, une seule m'a paru plausible. Non. Ah oui. Je cite Jacques Bergier, faites vos recherches. Voilà, il a étudié toutes les photos. Dans son livre aussi, Qu'est-ce qui lui paraissait pas plausible sur les photos? Les montages photos. Pour lui, ça ressemblait à des montages. Ouais, des Mais tu dessins. peux pas. Ce sont des dessins. comment, Ouais. comment il a pu vérifier Bah, ça? Moi, je vais vous dire, moi-même, C'est vrai, comment il peut vérifier? moi, j'ai passé un certain temps sur le site de la NASA à regarder. Moi, j'ai un petit, La un NASA. petit loisir. Allons-y tout de suite, même. Ouais, j'ai une petite passion pour l'astronomie. Mais c'est etc. bien. Donc j'ai passé beaucoup de temps à regarder les vidéos, les photos, etc. Il y a des photos, je le dis, alors là, autant je prends position, on est carrément dans le grotesque. À ce point-là, non. On est carrément dans le grotesque. Alors, Là, quand tu arrives sur le site, alors tu as une magnifique photo de la Lune, bien sûr. Ouais. Allez-y, faites-le vous-même, regardez toutes les photos, et moi je vous lance déjà sur les échelles. Les En vrai, échelles tu des peux nous continents. montrer, s'il te plaît, parce que je... Regardez les échelles des Je vais continents. tourner mon ordi, comme ça, on va voir juste la page d'accueil, en fait. D'une photo Ah à oui. l'autre, vous allez voir que l'Afrique fait 2/3 du globe sur une photo. Ah, je vois. Alors, attends. Sur une autre photo, Je ça va regarde. être le continent nord-américain qui fait 3/4 du globe. En fait, tout ne rentre pas en fait, sur le globe. Donc, les échelles ne sont pas respectées. On n'a pas de Mais précipitation, des fois, il n'y fait a pas de nuages. exprès ou... Bah, Enfin, c'est parce fait que exprès. la NASA, c'est quand même... Certaines enfin, photos, ça se demandait si c'est pas fait exprès pour faire parler. pour attiser les complotistes ou je sais crois? pas, ou pour. Mais vraiment mais pour... vraiment. Ou alors on est dans la négligence absolue. Bah, la NASA, c'est quand même une grande organisation. Enfin, ils peuvent pas Très se grande. permettre de Milliards faire et des des erreurs de milliards de dollars. débutants. Mais c'est peut-être pas des Donc erreurs. là, oui, c'est pour ça que je Donc, me demande si c'est fait exprès ou pas. Soit c'est fait exprès pour faire le buzz, pour attiser un petit peu les théories du complot, ou soit on est carrément dans la négligence absolue où ils nous jettent des miettes comme du bétail sans cervelle. Ils disent de toute façon ils verront pas, et même s'ils voient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, Bah, Non, il y là, a à des la photos. limite, pour la NASA, j'avais juste envie de taquiner un petit peu. Ouais. L'argent, il va où, à ton avis, s'il Excellente est pas question. là? Ah oui, Il parce va que pas c'est dans des, ma poche. c'est des milliards, Il quoi. va pas au C'est mort des de faim. milliards depuis, C'est des depuis milliards de 30 milliards. ans. Complètement. C'est des milliards de Donc j'ai du milliards. mal à croire que la NASA n'existe pas, tu vois. Par Ah, la exemple. NASA La existe. NASA existe. existe. Oui. Bah, bien elle existe sûr. comme, comme Las Vegas, comme Hollywood, comme Hollywood. Voilà, D'accord. Hollywood existe. D'accord. Oui, enfin, Voilà. Où va l'argent? là, ça va loin. Bon, c'est sûr qu'il va pas creuser des puits en Afrique, ça c'est sûr. Bah, J'aime beaucoup cette photo. Bah, pour alors. leur recherche scientifique, non? Quand tu vas sur les galeries, celle-ci.
Oui, oh, elle est bien. Non, elle est pas plate, non. Presque. Non, elle est courbée. Elle a une petite courbure. Quand même. Elle a une courbure. Voilà. Bon, pour revenir, là j'ai peut-être un petit peu digressé sur la NASA, mais bon, que chacun fasse ses propres recherches, analysez vous-même les photos. Ouais, mais là c'est difficile. Mais quelles photos ? C'est facile. Les photos de la NASA. C'est facile de nous dire ça, quoi. Déjà, les dernières photos de la NASA datent des derniers projets Apollo 1972. De 1972 à 2015, il n'y a eu aucun nouveau cliché. Il n'y a pas plus récent. En 2015, la NASA a démenti, ils ont envoyé un satellite à 16 millions de kilomètres, je crois. Ils nous ont sorti une nouvelle photo. Alors je vais même pas revenir dessus, ils auraient mieux fait de pas le faire. Mais ça c'est factuel. Voilà, les dernières photos que vous trouvez dans les encyclopédies, dans les manuels scolaires, etc., datent des derniers projets 1972, pour les dernières. C'est quand même étonnant, parce qu'on a envoyé un paquet de satellites. C'est vrai que ça paraît pas... Là, pour le coup, ça paraît impossible, en fait, qu'il n'y ait pas de nouveaux clichés. Ça, c'est les versions officielles. Surtout aujourd'hui. Ça, c'est les versions officielles. Alors, il y a théoriquement sur le site de la NASA, il y a un satellite qui sert à avoir une vision globale de la Terre quasiment en temps réel. Voilà, bon, c'est pas vraiment du temps réel, mais alors là, pareil, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas de météo. Il n'y a pas de météo. Les nuages sur les mêmes, ils font un tour sur eux-mêmes et le même nuage, il revient. Donc, alors bon, on peut se dire, bon, est-ce qu'ils ont arrangé un petit peu pour la qualité infographique, etc. Bon, pourquoi pas. Mais il y a énormément de choses troublantes. Voilà, il y a des nuages qui sont des copier-coller aussi sur les photos. Ça j'invite les gens à regarder. Des copier-coller. En regardez fait, bien vraiment... mais je pense qu'ils font exprès parce que du coup, là, t'en parles, les gens ils vont aller vérifier, ça va générer du clic, ça va générer de l'argent. C'est leur but. La NASA, ils sont plus au clic. Oui, mais je pense. C'est pas les putaclics là. Non, t'inquiète pas, c'est comme ça qu'on appelle. Mais justement, c'est du pain béni pour les complotistes. Non, mais allez voir. Le gain à aller voir, il va être supérieur. Ce sera mon devoir du soir. Ouais, regarder ça, les photos de la NASA. D'une encyclopédie à l'autre, regardez, pour une Terre du même périmètre, les échelles des continents. C'est hilarant. Okay, voilà, bon après, je sais pas, moi j'ai pas d'avis, mais alors ça c'est des choses que c'est à la portée de n'importe qui. Okay. Et notamment de Jacques Bergier, éminente personnalité, quand même, Académie des sciences de New York, récompensée par les gouvernements des plus grands pays. Voilà, qui le dit dans son livre Visa pour une autre Terre, paru en 1974. Visa pour une autre Terre. Visa pour une autre Terre, paru en 1974. Et donc, à ces phrases sur lesquelles il réfute en fait les 25 000 photos de la NASA, sauf une. Donc ça fait 24 999 fausses. Et il ne dit pas que représente celle qui lui paraît à peu près plausible. Et il rajoute, je crois de plus en plus aux théories anciennes sur notre planète. Il ne parle pas de Terre plate, mais il ajoute, je cite. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le titre du livre ? Visa pour une autre Terre, de Jacques Bergier, paru en 1960. Et Andrea, du coup, la petite question, c'est est-ce que c'est moins grave ? Moins grave que quoi ? Que d'autres théories derrière. Mais on n'est pas là non plus pour dire si telle ou telle théorie est grave. Après, c'est plus qu'est-ce qui est plausible. Après, ça reste des théories tant qu'on n'a pas de preuves. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de théorie du complot et ça en fait partie. Il a fait un travail de science. C'était un scientifique, ce monsieur. C'était pas un romancier, pardon. Il a fait un travail de science et il parle de surface de Riemann. Alors ça va parler à personne, c'est un peu... Un petit peu. Si, on en a parlé il me semble. Avec on en a parlé avec Bogdanov. Grishka Bogdanov. Bien, c'est un petit peu la physique quantique. Tout à fait. Voilà, c'est des zones, en fait, c'est un petit peu comme dans l'univers. Il y a des zones, en fait, qui sont des nœuds énergétiques, qui ont des champs magnétiques différents. Comme ça pourrait être le cas du triangle des Bermudes, par exemple, où il y a nombre de bateaux, nombre d'avions qui ont disparu. Ils ont disparu. On n'a même pas retrouvé les épaves en Là mer, aussi, est-ce que c'est un phénomène électromagnétique Dans tous les cas, ils ont disparu. Ça, c'est un fait. Il est possible. On a du mal avec le triangle des Bermudes. Ce qu'on appelle les surfaces de Riemann, en fait, ça produirait ce genre de choses. C'est un petit peu, pour faire simple, c'est un petit peu l'équivalent d'un trou noir, mais dans notre espace-temps. Au final, c'est un cercle vicieux un peu parce que... Enfin, on trouve pas de preuves pour certaines théories et les peu de preuves qu'on a, elles sont douteuses. Donc au final, on est toujours sur
C'est le serpent qui se Ouais, mord la queue. exactement J'essaie de faire un travail scientifique. Ah, tu parles de serpent, non. Franchement, en préparant cette émission, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber sur des choses qui parlaient donc de justement toutes les civilisations qui représentent le serpent et qu'on en arrive aux reptiliens. Donc vraiment, ne me parle pas À un de moment, serpent. on sera amené d'en parler. De Ah toute oui, façon, les obligé. reptiliens, on sera obligé d'en parler. Notre cerveau reptilien aussi. Oui, Partie de on notre a cerveau, une partie partie, du cerveau. Oui, donc on va en parler un jour, certes. Et donc, je termine en fait dans la théorie de la Terre plate. En fait, on peut comparer ça un petit peu à vous voyez le bocal du poisson rouge qui serait à l'envers. À l'envers. Nous, notre zone, en fait, ce qu'on appelle le globe, ce serait une zone Ah, donc, plate ou éventuellement sous forme de dôme. Et ce qu'on nous présente comme un univers infini, etc., avec des planètes, sera en fait des couches superposées. En fait, c'est la théorie des univers gémellaires, ou etc. Donc c'est assez compliqué. Ah, mais c'est Jean-Pierre Petit, ça. Entre autres, autres. c'est de la physique. Oui, c'est oui, tous mais les enfin, tous les scientifiques. il a fait un livre là-dessus. Et en fait, ça formerait des couches, mais de dimensions différentes. Et les unes, en fait, on ne peut pas passer normalement d'une couche à une autre, mais qui donnerait une consistance 3D à un univers avec des planètes observables, etc., des phénomènes astronomiques. Mais tout ça, ce serait comme un écran de cinéma. comme un écran. Oh là Comme là. un écran de cinéma 3D. C'est très compliqué. Ah, tout bah Oui, ouais, là, ça ah ouais, devient ça un peu va. plus complexe. Ah, ça va Surtout très loin. quand, Mais pour tous les scientifiques engagés, c'est possible. surtout quand on a tellement appris autre chose depuis Voilà, qu'on est tout petit, n'est-ce pas l'opposé. C'est ça, en fait. Complètement C'est difficile, l'opposé. ouais. Donc là, c'est un petit peu difficile en fait C'est d'essayer difficile d'imaginer ça. De remettre en question, mais c'est une gymnastique. Exact. Arnaud, Oui, dis-moi, parce que oui. il paraît que Ah, il y aurait ce- certaines, cette rubrique certains qui mythes. revient. J'aime beaucoup cette rubrique. Oui, alors j'en avais préparé 5. Oui. Donc, soit on y va Allons-y. tous ensemble, Allons-y tous soit ensemble. c'est Plongeons. un par Plongeons. un. Avec Soit- tout ce soit qu'on je a fais dit, avec une tout ce par qu'on a dit personne. ce soir, Ok. plongeons. Alors, on commence par il paraît que Edward Snowden dit qu'il n'a trouvé aucune preuve que le gouvernement américain cache des extraterrestres. Est-ce que vous le croyez? Alors, je n'ai pas l'information, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il certifie. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais strictement rien. Voilà, il paraît que. Voilà. Il dit qu'il n'a rien trouvé sur le sujet. Aucune Oui, preuve, oui, hein. c'est ce qu'il dit. Mais lui, il a C'est ce pas qu'il reçu dit. pas mal de pression. Bah, il a eu des pressions. Ouais. Peut-être, c'était pas mais, son créneau, En tout cas, hein. pour l'instant, c'était pas son truc. C'est lequel? Parce que j'ai du mal à chaque fois de mélanger entre Snowden et Assange. celui. Et Julian Voilà, et Assange. Ah, Voilà. Snowden, celui qui travaillait pour la NSA aux Ouais. États-Unis. Voilà, mais Ouais. est-ce que Assange, Ouais. lui, a peut-être plus d'infos? Bah, Assange, il a été. Wikileaks. il- Wikileaks. Il est mort il n'y a pas longtemps ou il a été condamné? Non, il est en prison. Il est en prison. Il était, incarcéré, Julian comment Assange, dire, dernièrement. à Londres. Il était avec l'ambassade Non, il est de en je Australie, sais plus il quoi. est- Mais en fait, le problème, c'est que toutes les Non, personnes Assange, il susceptibles était- d'avoir des informations importantes disparaissent mystérieusement. Donc, Bah, ça, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut plus hésiter Finalement. à réviser Non, c'est parce que les bases. on fantasme sur le mot extraterrestre. Pour l'instant, effectivement, il y a très peu d'infos. Moi, je le crois. Hein. Peut-être que Snowden, Ouais. il n'a pas eu accès à des ça documents sur les phénomènes ovnis. etc. Bah, justement, il C'est disait, étonnant, j'ai hein. vu là, il y avait un article là-dessus où il dit j'ai réussi à naviguer partout sur c'est ça, en fait. la NASA, c'est incohérent. j'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Mais la Alors, NASA- est-ce que c'est encore plus caché? Ça, Parce j'en que sais la rien. NASA, ils ne servent pas à ça. La NASA, ils ne traitent pas les sujets ovnis, etc. Ah, mais je pense qu'ils doivent avoir quand même des Hein. dossiers Il- Ah oui, top secrets. Ah oui, Snowden. Il va y avoir des choses, Ouais. bien. Oui, il a T'as des vu, choses. on a- Mais on a- peut-être pas sur ce sujet-là. On Il a des parlé de choses sur tout ce qui est l'Antarctique, etc. Tu vois. Lui, son job, Peut-être c'était là-bas. les écoutes politiques, en fait. Le Snowden. Mm. C'était les écoutes politiques. Mais après, dans l'hypothèse des sujets ovnis, etc., de l'ufologie, c'est des départements militaires qui gèrent ça. On a un autre. Un deuxième Un deuxième. Alors, un Français sur 4 pense que les Illuminati nous manipulent. Oui, ça, un Français sur 4, ça ne m'étonne Seulement pas. un oui. sur On quatre parle tellement. Un je Français trouve sur que c'est 4. peu, hein. Illuminati. Ça Pour date toi, de. Ouais, moi, je trouve J'aurais que cru c'est pas plus. représentant. L'information, enfin, ça représente c'était pas très bien. février et c'était Le Point qui faisait ça. Mhm. Voilà, au cas où. Où là, je vois qu'il y a 27% des Français sont d'accord avec l'affirmation les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population. On a 27%. On va creuser ce sujet pour une prochaine Tu émission, vois quoi qu'il Ouais, arrive. carrément. Euh, Obligé. On voit aussi l'assassinat
maquillé en accident de voiture de Lady Diana, aussi, par exemple. Oui. Il y a des choses comme ça, en tout cas. Le complotisme marche, en tout cas. N'est-ce pas, Andrea? Le complot est partout. Le complot est partout, comme dit Ménel. Il est 21h30. Nous, on va se quitter. On va se retrouver la semaine prochaine avec d'autres. Il paraît que, Arnaud, garde-nous ce que tu as J'en avais 3, mais c'est bien. On va revenir encore avec des sujets pas forcément sombres, mais là, pour la semaine prochaine, un petit peu sombre, mais on vous dira bien assez tôt. Passez une très bonne soirée sur IRM.radio. Ça passe vite quand même. Oui, c'est vrai, ça passe très vite. Et on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.
Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle veut connaître mes secrets. La nuit je dors près du canon. Mais dites-moi je dois faire comment? Je suis encore dans le sale. Je suis venu dans l'inconnu. Je repartirai inoubliable. Baby mama est trop têtue. Elle veut des bisous, pas des chaussures. Mais dites-moi ce que j'ai pas fait.